Jean-Paul Belmondo, est né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine. Il est décédé, le 6 septembre 2021 à Paris. Il est un acteur français. Il a été également producteur de cinéma, et directeur de théâtre. Alternant dans les premières années de sa carrière des films populaires et d'art et essai avant de pencher nettement, pour la première catégorie. Sa gouaille de Titi parisien, et ses cascades sans doublure, contribuent à en faire rapidement l'une des plus grandes vedettes du cinéma français. Champion incontesté du box-office au même titre que Louis de Funès et Alain Delon à la même époque, Jean-Paul Belmondo a attiré dans les salles, en 50 ans de carrière, près de 160 millions de spectateurs. Entre 1969 et 1982, il a joué à 4 reprises dans les films les plus vus de l'année en France: Le Cerveau, 1969, Peur sur la ville, 1975, L'Animal, 1977. Hélas des S, 1982, égalant le record de Fernandel, et n'étant dépassé sur ce point que par Louis de Funès. Il est tourné sous la direction de grands réalisateurs français. À partir du milieu des années 1980, ses films attirent moins de spectateurs, tandis que la critique ne l'épargne pas. Il est moins présent au cinéma, et se produit surtout au théâtre. Il obtient cependant en 1989 le César du meilleur acteur pour son rôle dans Itinéraire d'un enfant gâté, distinction qu'il refuse. Depuis le début des années 2000, des problèmes de santé l'ont contraint à se retirer du cinéma et des planches, si l'on accepte un film sorti en 2009. Pour l'ensemble de sa carrière, il reçoit une palme d'honneur au cours du Festival de Cannes 2011 puis, lors de la cérémonie des Césars 2017, un hommage lui est rendu en sa présence, et le public lui fait une longue ovation debout. Situation personnelle, origine et formation. Il est le deuxième des 3 enfants de Paul Belmondo, 1898-1982, sculpteur de renom d'origine piémontaise et sicilienne, né à Alger, et de Madeleine Reynaud-Richard, 1901-1997. Une artiste peintre qui a rencontré son futur mari sur le banc de l'École nationale supérieure des beaux-arts. Jean-Paul Belmondo vit ses premières années à la Villa Saint-Jacques, puis en 1938, il emménage aux 4 rue Victor, car son père a son atelier dans des anciennes écuries, au 77 avenue d'Enfer Rochereau. Jeune homme, il a longtemps occupé un 2 pièces dans le même immeuble. Durant l'enfance de Jean-Paul Belmondo, la famille connaît quelques privations, Paul Belmondo ayant du mal à vivre de son art pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande. Inscrit dans les meilleures écoles de la bourgeoisie parisienne, école paroissiale de la rue Henri Barbus, école alsacienne, d'où il est rapidement renvoyé, école Pascal, lycée Louis le Grand, Henri IV et Montaigne, Jean-Paul Belmondo, peu enclin aux études, est un élève indiscipliné. Il découvre très jeune le plaisir du sport, le cyclisme, le football. Au lycée, il est gardien de but, puis la boxe, qu'il va longtemps pratiquer en amateur, et brièvement en professionnel durant son adolescence avec 4 victoires, et un match nul en 9 combats. De cette passion pour la boxe il déclare, à 15 ans, après avoir écouté à la radio, la victoire de Marcel Cerdan sur Tony Zal, je n'avais qu'une idée, faire de la boxe. Mais, pour boxer, il faut avoir faim et avoir la haine. Ce n'était pas mon cas. En 1948, il admire les femmes savantes dans une nouvelle présentation, qui marque les débuts de Denise Jans dans La Maison de Molière. À 16 ans, il est atteint d'une primo-infection de la tuberculose, et ses parents l'envoient en Auvergne à Allanche. Dans le calme et l'air vivifiant, le jeune homme décide de devenir comédien. De retour d'Auvergne, malgré un avis défavorable du sociétaire de la Comédie Française André Bruneau, il suit les cours de Raymond Girard, et débute au théâtre en 1950 en interprétant La Belle au bois dormant dans les hôpitaux de la ville de Paris. Pendant 6 mois, Raymond Girard va l'aider à préparer le concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, où il est recalé, mais admis en tant qu'auditeur libre en 1951. En janvier 1952, il repasse l'examen d'entrée mais échoue de nouveau. C'est seulement en octobre 1952 qu'il est enfin admis.
Pierre Dux, dont il est l'élève, déclare un jour qu'avec la tête qu'il a, il ne pourrait jamais prendre une femme dans ses bras, car cela ne serait pas crédible. Ce professeur du conservatoire lui prédit un abonnement au second rôle. Jean-Paul Belmondo y reste 4 ans, et rencontre notamment la bande du conservatoire. Il se lie d'amitié avec Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Bruno Kremer, Pierre Vernier et Michel Beaune. Il participe également à des spectacles théâtraux sous la direction de Michel Galabru. Avec Guy Bedos, il se livre sur la place du village ou aux terrasses de café à des numéros de cabaret en jouant des sketchs de Pierre Dac et Francis Blanche. En 1953, il fait la connaissance d'Élodie Constant, danseuse sous le nom de Renée Constant, qui devient sa compagne. Le couple mène une vie de bohème, ce qui n'empêche pas les deux jeunes gens d'avoir une fille, Patricia, née la même année, morte en 1993, à 40 ans, dans un incendie. Les professeurs de Jean-Paul Belmondo continuent de ne pas tenir son talent en haute estime. En 1956, lors du concours de sortie du conservatoire, il interprète une scène de la pièce Amour et piano de Georges Feydeau. Le public l'acclame, mais le jury présidé par Marcel Achard, lui fait payer sa désinvolture, et lui décerne un simple accessit, lui interdisant ainsi l'entrée à la Comédie Française. Les camarades de Belmondo le portent en triomphe pour le soutenir, tandis qu'il adresse un bras d'honneur au juré. L'acteur et enseignant au conservatoire Henri Roland lui dit alors, « Le professeur ne t'approuve pas, mais l'homme te dit bravo. » Vie privée et familiale. Le 17 janvier 1959, dans le 14e arrondissement de Paris, il épouse Renée Constant, dite Élodie Constantin, sa compagne depuis plusieurs années. Ayant déjà une fille, Patricia, née en 1953, le couple a par la suite 2 autres enfants, Florence, 1960, qui a 3 enfants, Annabelle, 1988, Christopher, 1993, et Nicolas. 1997, Paul, 1963, qui a 3 enfants, Alessandro, 1991, Victor, 1993, et Giacomo, 1998. Le 29 décembre 2002, il épouse à la mairie du 6e arrondissement de Paris sa compagne Nati, une ancienne coco-girl de Stéphane Collaro, qu'il a rencontrée en 1989, et qui partageait sa vie depuis 13 ans. Michel Drucker est l'un des témoins de ce mariage. Parmi les invités, on peut citer Claude Lelouch, Francis Huster, Bernard-Henri Lévy, Robert Hossein, Jean Rochefort, Jean-Claude Brialy et Jean-Pierre Marielle. Le 13 août 2003, à 70 ans, Jean-Paul Belmondo est père pour la 4e fois d'une petite fille, Stella. Il se sépare en 2008 de sa femme Nati. Il vit ensuite avec Barbara Gandolfi, femme d'affaires belge et ex-mannequin, ayant notamment à son actif une participation à la version flamande de l'Île de la Tentation, ainsi que les couvertures de Playboy. La vie privée de l'acteur et les activités de sa nouvelle compagne suscitent l'intérêt de certains médias, et entraînent des tensions au sein de sa famille. Fin juin 2010, Barbara Gandolfi est accusée dans la presse de profiter de Jean-Paul Belmondo par abus de faiblesse et escroquerie. Le 1er octobre 2012, Jean-Paul Belmondo annonce qu'il se sépare de sa compagne Barbara Gandolfi. En 2020, il est révélé qu'il serait de nouveau en couple avec Carlos Sotomayor depuis plus d'1 an. Carrière professionnelle, année 1950, les débuts. En 1953, Jean-Paul Belmondo fait ses vrais débuts sur les planches dans 2 pièces au théâtre de l'Atelier, Médée de Jean Anouilh et Mort de Georges Neveu, dans des mises en scène d'André Barsac. Le jeune acteur se réjouit de jouer dans une pièce d'Anouilh, pour laquelle il est par ailleurs crédité sous le nom de Jean-Paul Belmondo, mais la tragédie s'avère un échec public, ce qui conduira Belmondo à déclarer Médée est le premier bide de Jean Anouilh, et je joue dedans. En 1956, Belmondo joue dans le film Les copains du dimanche, qui ne trouve pas de distributeur, et ne sortira qu'en 1967. Déçu du sort réservé au film, il retourne sur les planches, où il interprète des pièces de Feydeau et de Georges Bernard Shaw.
Sa carrière cinématographique débute vraiment avec un petit rôle, dans Sois belle et tais-toi, réalisé en 1958 par Marc Allégret. Belmondo y croise Alain Delon, également débutant. La même année, Jean-Paul Belmondo est envisagé pour tenir l'un des rôles principaux du film Les Tricheurs. Le réalisateur Marcel Carné hésite cependant entre lui et Laurent Terzieff. Après une longue indécision, Carné finit par choisir Terzieff, qu'il juge plus crédible pour un rôle d'intellectuel. Il embauche cependant Belmondo pour tenir le rôle de l'un des acolytes du personnage de Terzieff, ce qui permet au jeune comédien d'apparaître régulièrement tout au long du film, et d'améliorer sa situation financière en touchant un bon cachet. Belmondo retrouve ensuite Marc Allégret pour les besoins du film Un drôle de dimanche, avec Bourvil et Daniel Darieux. Godard, alors critique au Cahier du cinéma, juge le film exécrable, mais loue le talent de Belmondo en qui il voit le Michel Simon et le Jules Berry de demain. Godard l'embauche ensuite pour jouer dans son court-métrage Charlotte et son Jules. Belmondo inaugure ainsi une période de collaboration au mouvement dit de la Nouvelle Vague. Toujours en 1958, Belmondo est rappelé sous les drapeaux pour servir lors de la guerre d'Algérie, ce qui l'oblige à abandonner les représentations d'Oscar. Une fois démobilisé, il revient en France métropolitaine, et se remet en quête de rôle, tout en décidant de se marier. Belmondo tient l'année suivante son premier rôle important dans À double tour, de Claude Chabrol. Le film connaîtra une carrière commerciale moyenne. Belmondo enchaîne avec un autre film de la Nouvelle Vague, À bout de souffle, de Jean-Luc Godard, qu'il considère comme moins important que celui de Chabrol. Enthousiasmé par les conditions de travail avec Godard, les dialogues sont quelquefois improvisés. Il tourne ensuite L'Astérisque, film policier réalisé par Claude Sautet, dont il partage la vedette avec Lino Ventura. Avant même la sortie des films de Godard et Sautet, Belmondo achève la décennie en interprétant le rôle de D'Artagnan dans Les Trois Mousquetaires, dramatique télévisé réalisé par Claude Barma, tourné et diffusé en direct pour Noël 1959. Bien qu'en retirant un surcroît de notoriété, il n'apprécie guère ce premier tournage télévisuel, du fait des cadences imposées aux comédiens par les conditions du direct. Année 1960, le Vedettariat 1960, est l'année de la révélation pour Jean-Paul Belmondo. À bout de souffle sort en mars, et remporte un triomphe public et critique, s'imposant comme l'un des films phares de la Nouvelle Vague. Quant à Jean-Paul Belmondo, il a enfin surmonté les réticences que les tournages de cinéma lui inspiraient en tant que jeune acteur de théâtre. Le mois suivant sort L'Astérisque. Si le film de Sautet, sorti peu après celui de Godard, est éclipsé par ce dernier, il bénéficiera ensuite de multiples rediffusions télévisées. Très actif au cours des années 1960, durant lesquelles il tourne 34 films, Jean-Paul Belmondo devient une figure de premier plan du cinéma français, et s'affirme rapidement comme un interprète aux multiples facettes, capable de tenir des rôles variés sous la direction des plus grands réalisateurs. Il se distingue également comme un acteur très physique, appréciant de tourner sans doublure des scènes mouvementées. Peu avant la sortie des films de Godard et Sautet, il tourne Moderato Cantabile, réalisé par Peter Brook d'après Marguerite Duras, film médiocrement accueilli malgré sa sélection au Festival de Cannes 1960. Une fois révélé, il tourne dans plusieurs films italiens, dont La Viexia, de Mauro Bolognini, avec Claudia Cardinal, et La Ciociara, de Vittorio De Sica, avec Sophia Loren. Il retrouve ensuite Jean-Luc Godard pour Une femme est une femme, avant de tourner Léon Morin prêtre, sous la direction de Jean-Pierre Melville, film accueilli tièdement par le public et la critique. Après un second film avec Melville, le polar Le Doulos, Jean-Paul Belmondo s'impose en héros d'aventure avec un film de cap et d'épée réalisé par Philippe de Broca. Cartouche est un triomphe en salle, dépassant les 3 millions d'entrées. Puis il joue dans Un singe en hiver réalisé par Henri Verneuil d'après le roman d'Antoine Blondin, et dont il partage l'affiche avec Jean Gabin. Très impressionné à l'idée de côtoyer Gabin, Belmondo s'entend finalement à merveille avec son partenaire après avoir eu des moments où Gabin boudait sans parler ni même lui adresser la parole.
La fraternité tardive, ils ne se parlaient guère au début du tournage. Entre les deux acteurs se retrouve chez les personnages du film, le dialogue de Michel Audiard faisant dire à Gabin, à l'adresse de Belmondo, « Môme, t'as mes 20 ans ». Si le film obtient un succès commercial inférieur à celui escompté, il est apprécié de Blondin, et Audiard le considère à l'époque comme sa plus belle réussite. Un Saint-Jean hiver montre en outre un Belmondo capable de tenir tête à l'écran à un grand comédien de la génération précédente. Après plusieurs autres films, parmi lesquels Les Nez des Fers chauds de Jean-Pierre Melville, d'après Georges Simenon, il retrouve Philippe de Broca pour Les besoins de l'homme de Rio, film d'aventure au rythme endiablé qui lui convient très bien, dont il partage la vedette avec Françoise d'Orléac, sœur de Catherine Deneuve. Sorti en février 1964, L'homme de Rio est pour Belmondo, un nouveau triomphe commercial, approchant les 5 millions d'entrées en France. Ce mariage d'humour et d'action, allie de surcroît succès critique et public. Le 5 novembre 1963, Jean-Paul Belmondo est par ailleurs élu président du syndicat français des acteurs. Les succès s'enchaînent, allant du film d'aventure, 100 000 $ au soleil, d'Henri Verneuil, au film dramatique, Week-end à Zuidcote, du même réalisateur. Il retrouve ensuite Philippe de Broca pour Les tribulations d'un Chinois en Chine, comédie d'aventure à grand spectacle. Sur le tournage, il rencontre et tombe amoureux de sa partenaire Ursula Andress. Son épouse demandera le divorce. L'année suivante et la presse internationale rend abondamment compte de la liaison entre les deux acteurs. Ils vivent alors dans une maison située sur l'île des Corbeaux, le long de la Marne. Puis il joue aux côtés d'Anna Karina dans Pierrot le Fou, 1965, qui marque l'apogée de sa collaboration avec Jean-Luc Godard, et remporte un succès à la fois critique et public. Jean-Paul Belmondo envisage à l'époque, poussé par Ursula Andress, de tenter l'aventure du cinéma américain. Ils y vivent pendant 6 mois, mais y renoncent finalement, ne se sentant pas à l'aise à Hollywood. Il alterne les œuvres de pur divertissement, comme Le Cerveau, de Gérard Houry, et les films plus sombres comme La Sirène du Mississippi, de François Truffaut. Ce dernier film, sorti en juin 1969, est médiocrement accueilli par un public, sans doute déçu de ne pas retrouver l'image de l'héros positif et désinvolte, qui a tant fait pour le succès de l'acteur au cinéma. Jean-Paul Belmondo achève la décennie en donnant la réplique à Annie Girardot dans Un homme qui me plaît, film de Claude Lelouch, qui ne rencontre pas son public. Il acquiert le surnom de Bébel, en lien avec le personnage Pépel, joué par Jean Gabin dans le film Les Bas-fonds, 1936, de Jean Renoir. Belmondo considérant que c'était un des plus beaux rôles du cinéma, son ami Henri Deschamps s'amuse à l'affubler de ce surnom. À la suite d'une faute de frappe, Pépel est devenu Bébel, et le surnom est resté. Année 1970-1980, l'apogée du succès. Jean-Paul Belmondo entame la décennie 1970 avec Borsalino, film policier réalisé par Jacques Deray, dans lequel il partage la vedette avec son rival au box-office, Alain Delon. Le film remporte un triomphe commercial, approchant les 5 millions d'entrées. La collaboration Delon-Belmondo est cependant ternie par un procès opposant les deux acteurs à la sortie du film, Delon, producteur du film, ayant contrevenu aux modalités prévues en faisant figurer son nom 2 fois sur l'affiche, comme producteur et comme acteur. Belmondo obtient finalement gain de cause. En 1971, l'acteur fonde une maison de production, Sorito Film, dans le but de gérer plus efficacement sa carrière, et de s'investir dans ses films de manière plus personnelle. Durant les années 1970, Jean-Paul Belmondo tourne à un rythme soutenu, enchaînant les succès publics sous la direction de metteurs en scène comme Philippe de Broca, Henri Verneuil, Claude Chabrol ou José Giovanni, Les Mariés de l'an 2, Le Casse, Dr Popol, L'Escoumoun, Le Magnifique. En 1972, il commence une histoire d'amour avec l'actrice italienne Laura Antonelli. En 1974, Belmondo connaît cependant une déception, en tant que producteur et acteur, avec Stavisky d'Alain Resnais. Si le film, contrairement à ce qui a pu être dit, n'est pas un four commercial, il remporte un succès bien moindre que celui auquel l'acteur est habitué.
Belmondo, qui apprécie Stavisky, vit de surcroît très mal l'accueil médiocre réservé au film, et à son réalisateur lors du Festival de Cannes en 1974. Dans les années suivantes, l'acteur préférera s'en remettre à des cinéastes plus commerciaux. Stavisky est souvent considéré comme ayant nettement modifié la carrière de Jean-Paul Belmondo, qui s'oriente désormais presque exclusivement vers le cinéma de divertissement. En 1975, Jean-Paul Belmondo remporte un très gros succès avec Peur sur la ville d'Henri Verneuil, dans lequel il exécute des cascades dangereuses et risquées, dont une scène où il apparaît suspendu à un hélicoptère au-dessus du vide. Belmondo retire du tournage quelques blessures, qui ajoutent à sa réputation. Si le succès public est plus que jamais au rendez-vous, son succès critique commence à décroître. Il déclarera plus tard, pour l'intelligentsia parisienne, « J'étais devenu un cascadeur, je ne savais plus jouer la comédie ». Belmondo enchaîne polar, film d'aventure, comédie, L'incorrigible de Philippe de Broca, dans lequel il s'amuse à camper un anti-Superman, L'Alpagueur de Philippe Labro, Le corps de mon ennemi d'Henri Verneuil, L'animal de Claude Zidi. À la même époque, un projet de nouvelle collaboration avec Jean-Luc Godard, une adaptation du livre « L'instinct de mort de Jacques Messrine » tourne court, et une polémique par voie de presse oppose ensuite l'acteur et le cinéaste. En 1980, il rencontre une exilée brésilienne de 20 ans, Carlos Sotomayor, fille d'un banquier. La relation houleuse avec cette comédienne et chanteuse dure 6 ans. Le virage commercial de l'acteur est symbolisé par les affiches où son nom seul apparaît en haut, écrit en grosses lettres capitales, toujours avec les mêmes caractères, telle une marque, à partir de Peur sur la ville. Entre 1978 et 1983, la carrière de Jean-Paul Belmondo connaît son apogée commercial, chacun des films de l'acteur s'avérant un succès public, auquel sa gouaille de Titi parisien, et ses cascades sans doublure ne sont pas étrangers. Il enchaîne 3 films réalisés par Georges Lautner, Flic ou Voyou, qui dépassent, pour la première fois dans la carrière de Belmondo, le million d'entrées sur Paris Périphérie, Le Guignolo, dans lequel il réédite sa cascade en hélicoptère, et Le Professionnel, ce dernier film dépassant les 5 millions d'entrées en France. En 1982, il dépasse encore le score du Professionnel avec L'As des As, réalisé par Gérard Houry, qui triomphe commercialement malgré des rapports de plus en plus tendus avec la critique, à laquelle Belmondo n'a pas souhaité montrer le film. L'année suivante, Le Marginal, polar réalisé par Jacques Deray, est un nouveau triomphe commercial. Mais en 1984, Les Morphelous d'Henri Verneuil, tout en remportant un score très enviable, perd 1 million de spectateurs par rapport au précédent succès de Belmondo. Les films de l'acteur font désormais l'objet de critiques sur leur caractère répétitif. Ce trait se ressent en particulier sur la publicité de ces films policiers, de plus en plus centrés sur un Belmondo qui, unique point de mire, affecte sur de nombreuses affiches une pose de justicier, ou de super flic, immuable. Belmondo décide alors d'infléchir son image en revenant à la comédie pure, dans Joyeuse Pâques, réalisé par Georges Lautner d'après la pièce de théâtre de Jean Poiret. Tout en souhaitant se renouveler au cinéma, Belmondo manifeste également ainsi son envie de remonter sur les planches. En 1985, Jean-Paul Belmondo tourne Hold Up, comédie policière d'Alexandre Arcadi. Sur le tournage de ce film qui dépassera les 2 millions d'entrées, il se blesse sérieusement en exécutant une cascade, ne voulant pas être doublé. À 52 ans, le temps des films d'action semble révolu pour lui. En 1987, Le Solitaire, film policier réalisé par Jacques Deray, est un échec commercial selon les critères habituels de Belmondo. C'est en effet la première fois, depuis 1963, qu'un film dont il tient la vedette attire moins d'1 million de spectateurs dans les salles. L'acteur déclarera plus tard: Le Solitaire a été le polar de trop. J'en avais marre et le public aussi. La même année, Robert Hossein lui propose de remonter sur scène. Belmondo saisit l'occasion et, près de 30 ans après avoir quitté les planches, interprète Kin de Jean-Paul Sartre d'après Alexandre Dumas, au Théâtre Marigny,
de février à juin 1987, reprenant ensuite la pièce en septembre pour une prolongation de 2 mois et demi. Enthousiasmé par ce succès, Jean-Paul Belmondo se dit ravi d'avoir retrouvé sa vocation d'origine. Il crée le prix Paul Belmondo devant récompenser un sculpteur contemporain pour la qualité de son œuvre. En 1989, le lauréat est Cyril de la Patellière. En 1988, Claude Lelouch lui offre le rôle principal d'Itinéraire d'un enfant gâté. Belmondo, ravi d'interpréter un rôle de composition, qui lui permet de s'écarter de son image cinématographique habituelle, retrouve avec ce film le succès commercial. Sa prestation lui vaut également d'obtenir le César du meilleur acteur, lors de la 14e cérémonie des Césars en 1989. Il avait pourtant précisé, dès l'annonce de sa nomination, ne pas être intéressé par le prix, mais l'Académie passe outre en le lui attribuant. Belmondo n'est pas présent à la cérémonie, et ne va pas chercher sa récompense, une manière de rappeler que, comme au début de sa carrière lors du concours d'entrée à la Comédie Française, le public est le seul jury, qui puisse lui accorder des distinctions. De plus, Belmondo n'a jamais pardonné au sculpteur compresseur César, qui a donné son nom à cette récompense du cinéma, d'avoir vivement critiqué le travail de son père Paul Belmondo. Jean-Paul trouvait les statuettes de César sans intérêt. Jean-Paul Belmondo s'éloigne ensuite du cinéma pour plusieurs années, il retrouve Robert Hossein pour une mise en scène de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Le spectacle, joué à partir de février 1989, un mois avant la sortie du film tiré de la pièce, interprété par Gérard Depardieu, remporte un grand succès, attirant plus de 200 000 spectateurs, et réalise en 1991 une tournée internationale, allant jusqu'au Japon. À son retour de tournée, Belmondo vend à Canal+, sa maison de production Sorito Film, et fait l'acquisition du Théâtre des Variétés, dont il assure la direction. Il ne revient à l'écran qu'en 1992, pour les besoins de L'Inconnu dans la maison, réalisé par Georges Lautner, puis laisse passer 3 ans avant de tourner Les Misérables de Claude Lelouch, libre adaptation du roman de Victor Hugo, dont une partie de l'action est transposée au XXe siècle. Les 2 films ne remportent pas un grand succès public, surtout pour ce qui est du film de Lautner. L'acteur est désormais surtout actif sur les planches, où il est l'interprète de grosses productions théâtrales, comme Tailleur pour Dame et La Puce à l'oreille, de Georges Feydeau, mis en scène par Bernard Murat. En 1996, le film Désiré, réalisé par Bernard Murat d'après la pièce de Sacha Guitry, est un échec public, victime notamment d'un circuit de distribution réduit. En 1998, Patrice Lecomte met en scène Jean-Paul Belmondo et Alain Delon dans Une chance sur 2, comédie policière jouant vertement sur la nostalgie des anciens films du duo de Borsalino. Belmondo y exécute à nouveau, à 65 ans, une cascade accrochée à un hélicoptère. Ce film, où les 2 vétérans donnent la réplique à Vanessa Paradis, obtiendra finalement un score inférieur à celui escompté, dépassant à peine le million d'entrées. La même année, Jean-Paul Belmondo interprète sur scène Frédéric ou Le Boulevard du Crime, d'Éric Emmanuel Schmitt. Il donne également son accord à Cédric Klapisch pour interpréter, aux côtés de Romain Duris, l'un des rôles principaux de Peut-être. Si cette fable de science-fiction ne remporte qu'un succès d'estime, Belmondo apprécie l'expérience du tournage. Fin novembre 1999, Jean-Paul Belmondo est hospitalisé à Brest à l'hôpital de la Cavale Blanche, après avoir subi un malaise pendant une représentation de la tournée de Frédéric, ou Le Boulevard du Crime. Il doit ensuite observer un strict repos. Année 2000-2010, dernier film, et nombreux hommages. À partir de 2000, Jean-Paul Belmondo ne monte plus sur les planches. Au cinéma, il fait une apparition dans Les Acteurs, de Bertrand Blier. Amazon, tourné l'année précédente sous la direction de son vieux complice Philippe de Broca, sort à la sauvette en juillet 2000, et se révèle être un désastre commercial. En 2001, il tourne pour la télévision, plus de 40 ans après sa précédente expérience, dans le téléfilm, L'aîné des Fers chauds.
Belmondo tient le rôle tenu par Charles Vanel dans l'adaptation cinématographique de Jean-Pierre Melville, tandis que le rôle, naguère tenu par Belmondo, est interprété par Sami Nasri. Il envisage de tourner ensuite, pour la télévision, une adaptation du roman Le Lion de Joseph Kessel, un téléfilm finalement interprété par Alain Delon. Mais, le 8 août 2001, un mois avant la diffusion de l'Aîné des Fers chauds, et alors qu'il se trouve en vacances en Corse chez son ami Guy Bedos Salumio, près de Calvi, Belmondo est victime d'un accident vasculaire cérébral. Il est héliporté d'urgence à l'hôpital Falconejet de Bastia. Bien que son état soit jugé sérieux, un caillot ayant entraîné notamment une paralysie faciale du côté droit, il est transféré dans la soirée vers l'hôpital Saint-Joseph de Paris. Son accident de santé, qui le tient ensuite éloigné des plateaux comme des planches, est suivi d'une longue rééducation. En avril 2007, il est promu commandeur de la Légion d'honneur. Il retrouve en 2008, après 7 ans d'absence, les plateaux de cinéma pour tourner, sous la direction de Francis Huster, Un homme et son chien. Ce remake d'Umberto de Vittorio De Sica, est un drame dans lequel il incarne un homme qui se retrouve du jour au lendemain à la rue. Le film n'est cependant pas un succès public. En 2011, lors du Festival de Cannes, il reçoit une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il apparaît au festival accompagné de Barbara Gandolfi. Un documentaire lui est consacré à cette occasion, Belmondo, itinéraire, avec une diffusion simultanée sur France 2 et sur La Croisette. Le 19 juin 2012, à Bruxelles, c'est pour l'ensemble de sa carrière qu'il reçoit la médaille de chevalier de l'ordre de Léopold en même temps qu'un coq de cristal. Claude Lelouch annonce en juillet 2012, le retour de l'acteur dans son prochain film, Les Bandits Manchots, projet qui n'a pas abouti. Le 14 octobre 2013, un hommage est rendu à l'acteur lors de l'ouverture du 5e Festival Lumière de Lyon, avec la projection du film, Un singe en hiver. L'acteur, accompagné de son fils Paul, est ovationné par environ 4500 spectateurs ainsi que par les invités, comme Quentin Tarantino, Jean Rochefort, Pierre Richard, Jean-Pierre Mariel, Charles Gérard, Bertrand Tavernier. Le 9 février 2015, Jean-Paul Belmondo annonce sur RTL, sa retraite définitive du cinéma et du théâtre. En avril de la même année, à l'occasion de ses 82 ans, il revient sur cette déclaration, et confie aux Parisiens qu'il aimerait bien rejouer. En octobre 2015, il apparaît à nouveau en public lors de la soirée d'ouverture du Festival Lumière. Lors de la Mostra de Venise 2016, il se voit remettre des mains de la comédienne Sophie Marceau, le Lion d'Or pour la carrière. Le réalisateur polonais Jerzy Skolimowski est également récompensé. En février 2017, lors de la 42e cérémonie des Césars, un hommage est rendu par l'Académie des Césars à Jean-Paul Belmondo pour l'ensemble de sa carrière sous forme de montage vidéo rétrospectif. Le 14 juillet 2019, il est élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Le 6 septembre 2021, Jean-Paul Belmondo décède à son domicile parisien, à l'âge de 88 ans. Son avocat, Michel Godest, qui annonce la nouvelle en diffusant un communiqué à l'agence France Presse, indique « Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s'est éteint tranquillement. Adieu l'artiste, je t'aimais bien. »